En Voilà. quelques mots, pour essayer quand même de gagner du temps, ce que j'avais voulu dire, c'est que certes, Foucault, sur lequel voulait s'appuyer Hervé dans cette session terminale, heu, n'a pas vécu la pandémie comme nous. Mais il s'était quand même passionné pour les réactions de l'État face à l'épidémie. Et ce que j'avais rappelé, c'est combien il s'était intéressé au dispositif au dispositif tirant parti de ce qu'il appelait dans les années 78, la gouvernementalité des corps à travers l'inoculation de la variole. Donc un dispositif datant du XVIIIe siècle et qui, évidemment, s'était prolongé dans la vaccination générienne. C'est un dispositif qui, à l'époque, était assez inconnu de beaucoup de gens, en dehors de quelques poignées d'historiens, et il s'était initié à cette histoire d'inoculation de la variole à la Bibliothèque nationale, où il avait pourchassé des tas de textes prouvant combien les rois s'étaient intéressés à leur royaume, non plus en termes de terres à conquérir, mais en termes d'individus bien vivants à faire travailler pour le bien-être du royaume et surtout pour la gloire de ses gouvernants. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que Foucault n'avait pas complètement été ignorant des réalités de l'épidémie, même si évidemment c'est difficile de faire des comparaisons entre la peste médiévale, la variole du XVIIIe siècle et notre Covid. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais fait un petit peu un rapprochement, j'avais réfléchi sur l'évolution de l'éthique et il me semblait que par rapport à la fondation du Comité national il y a presque 40 ans, nous abordions la pandémie du Covid avec une éthique normalement en bon état de marche. Je veux dire que l'expansion des structures de l'éthique par rapport à cette date de fondation, elle est impressionnante. L'éthique maintenant, et là on peut faire des remarques justement sur la démocratie sanitaire. L'éthique est forte non seulement d'un comité national, mais de multiples institutions que je ne détaillerai pas, par institutions de recherche, mais aussi de toute une structure provinciale, régionale et locale qui donnait à penser que quelque part, nous avions des institutions qui allaient pouvoir mettre en marche la démocratie sanitaire face à la pandémie. Alors, bon, on a un peu inversé l'ordre des interventions, ce qui fait que j'ai déjà entendu et j'ai tout à fait écouté attentivement la façon dont Fabien a expliqué que précisément la démocratie sanitaire n'a pas fonctionné. Alors, j'inverse un peu mon raisonnement, c'est-à-dire pourquoi elle n'a pas fonctionné? Pour des raisons que vous avez évoquées déjà, à savoir l'urgence, la verticalité, la prise en main des décisions qui n'avaient pas, on ne va pas revenir là-dessus, été réellement anticipées. Il y a une question qui pour moi demeure, c'est pourquoi les plans pandémie à propos desquels Bertrand disait que nous avions le meilleur plan du monde ou quelque chose comme ça dans les années 2009, pourquoi ces plans qui avaient été soigneusement mis au point et qui, est-ce que justement ils prévoyaient une écoute de la société, est-ce qu'ils prévoyaient un fonctionnement même minimal de la démocratie sanitaire, ça je ne suis pas sûre. En tout cas, quelque part, l'anticipation n'a pas fonctionné et nous avons donc eu un régime d'exception, un régime d'urgence, un régime vertical et qui a d'ailleurs suscité des interventions relativement discrètes pour rappeler la leçon du sida que vous avez évoquée. Cette leçon du sida a été d'ailleurs reprise par Jean-François Delfrécy, proposant une certaine écoute de la démocratie sanitaire qui n'a pas entraîné beaucoup beaucoup de conséquences. En particulier, la conférence de santé n'a pas été réellement, n'a pas fonctionné. La représentation au sein des instances a été assez minimale, etc. Bref, c'est vrai que la démocratie sanitaire n'a pas fonctionné. Mais à cet égard, moi, je voudrais insister sur quelque chose. C'est le fait que la pandémie, elle est survenue donc avec un plan qui n'a pas fonctionné, mais aussi avec un système de santé qui, quelque part déjà, prenait l'eau et trahissait une dérive bien loin de l'autonomie du malade, des droits du malade à disposer de lui, etc. Toutes choses qui avaient été démarrées au moment de la loi Kouchner.
on a tous décrit plus ou moins, et moi j'ai essayé aussi de le faire dans mon coin, le fait que l'hôpital, puisque l'hôpital était quand même centré tous les regards, que l'hôpital avait été le lieu d'une dérive depuis quelques années. Le tournant ambulatoire, dont on connaît toutes les ambiguïtés, avait entraîné paradoxalement une distension des rapports entre la hiérarchie médicale et le malade. Elle avait entraîné aussi une compartimentalisation des soins avec un effacement de ce qui faisait la force de l'hôpital, à savoir l'équipe, toutes fonctions confondues. Bref, nous avons abordé la pandémie dans un état de faiblesse, de désunion et de compartimentalisation au sein même des institutions de soins. Donc je veux dire que c'est le diagnostic que vous avez porté tout à l'heure à propos du cancer, c'est un diagnostic qui est à démultiplier, je dirais presque spécialité par spécialité. Et personnellement, j'ai beaucoup insisté au sein de la mission Pité dont je fais partie, dont je peux un peu parler puisqu'on est sur le point de rendre notre rapport et je ne vous révélerai rien en vous disant que on y a dit une phrase à laquelle je tiens, à savoir que finalement, aux vagues successives de la pandémie, le système de soins a tenu, mais j'ai beaucoup insisté avec mes collègues pour ajouter, non pas que c'était miraculeux, mais que quelque part, ce miracle n'était pas renouvelable et qu'il était survenu au sein d'une structure fortement ébranlée et désorganisée. Donc, une partie du problème de la démocratie sanitaire est de faire face à cette dérive de l'hôpital, à cette désagrégation de l'hôpital, à cette démoralisation qui a de multiples causes, bien sûr des causes financières, des causes salariales, etc., mais pas seulement. Aussi, quelque part, un déficit d'éthique et une non-application de l'autonomie du malade et de la prise en compte de sa personnalité. Je m'excuse de dire ça un petit peu dans le désordre, dans la mesure où je réagis à quelqu'un, au propos de quelqu'un, alors que je pensais... Alors, si j'ai encore un petit moment, je voudrais ajouter que ce qui m'a paru étrange quelque part, en pensant à toutes les sessions que vous aviez dû faire, c'est que donc l'éthique était pourtant, certainement beaucoup plus puissante qu'elle n'était il y a 40 ans. Mais en même temps, elle est dans une situation très différente. Par exemple, il y a 40 ans, c'est ce que j'évoquais en commençant, le Comité national d'éthique était né pour répondre aux questions suscitées par les progrès de la biomédecine. Là, nous sommes dans une situation où ce n'est pas tant les progrès de la biomédecine qui nous émerveillent et nous inquiètent, c'est plutôt, au contraire, les questions qui sont posées par l'incertitude. Je ne savais pas encore de quoi nous discuterions, mais si nous discutons par exemple du pass sanitaire, qui sera peut-être l'objet de la conférence de tout à l'heure, je pense que nous avons affaire non pas à la science triomphante, mais à une science qui balbutie et qui est bien en peine de définir le contenu de ce fameux pass sanitaire. Je pense par exemple que la comparaison avec le certificat international que vous avez connu, le petit certificat jaune comme la fièvre dont il portait la marque pour la vaccination, ce petit certificat, il consistait à dire que monsieur Untel a été vacciné le temps, parfois avec le lot du vaccin, mais c'était tout, qu'il a été vacciné. Il ne disait rien sur l'immunité, la longueur, la qualité, etc., etc. La différence avec le pass sanitaire dont on nous parle aujourd'hui, c'est que ce pass n'est pas simplement un constat de fait qu'on a subi une injection le temps, c'est ou qu'on a eu un test virologique positif, ça doit définir ce qu'est notre immunité. Alors là, il est bien évident qu'aucun pass aujourd'hui n'est en mesure de rédiger ça, que c'est une information qui est instable, qui devrait être actualisée, qu'on peut difficilement imaginer un document comme un passeport dont la date de naissance changerait régulièrement. Alors, voilà, donc l'éthique aujourd'hui, elle s'appuie non pas sur une science dont elle a évalué les conséquences, mais qu'avec une science justement qui est incertaine. D'autre part, il y a 40 ans, il y avait un petit nombre d'experts dont on écoutait avec pénétration les avis. Rappelez-vous le rôle de Jean Bernard, qui était le mandarin par excellence. Aujourd'hui, il y a moins de mandarins, mais précisément, il y a de multiples experts. Il y en a finalement à tous les échelons, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose.
Ce qui veut dire que l'expertise, il y en a bien sûr dans les comités d'éthique, mais il y en a aussi à côté, il y en a dans les réseaux sociaux. Bref, une science qui est devenue incertaine, une expertise qui est partagée, elle est partagée. Donc nous sommes dans des conditions complètement différentes. Et je voulais aussi dire que quelque part, cette représentation dans les régions qui aurait dû fonctionner et qui n'a pas vraiment fonctionné, cela montre que l'éthique aujourd'hui participe à toutes sortes de problèmes qui n'étaient pas les siens il y a 40 ans. Par exemple, la décentralisation. Il y a, parallèlement à la décentralisation sanitaire, il y a en quelque sorte une décentralisation de l'éthique avec une intervention des régions et qui, bien évidemment, pose tous les problèmes de la décentralisation et de la régionalisation que nous connaissons dans d'autres domaines, à savoir la lutte entre Paris et la province, la méfiance réciproque, la difficulté de dialogue. Voilà, je ne détaillerai pas, je pense que nous comprenons tous de quoi il s'agit. Donc ça veut dire que quelque part, cette régionalisation qui est en soi intrinsèquement bonne pose les problèmes de la décentralisation de l'État que nous connaissons dans notre domaine. Deux autres remarques très rapides. L'économie. L'économie n'était pas au premier plan non plus il y a 40 ans. Or, aujourd'hui, quelque part, l'économie s'est invitée largement dans l'éthique, et en particulier à propos des grandes déclarations de l'OMS sur le fait qu'il faut partager les vaccins, il faut que les États, je cite, cessent leur nationalisme pour partager horizontalement les vaccins largement dans le monde. Et nos dirigeants ont même évoqué la possibilité d'un bien commun, des vaccins comme bien commun, public commun. Or, les économistes nous disent en même temps que cette phrase n'a pas de sens, que dans le contexte de l'économie actuelle, il est impossible, avec les meilleures intentions, d'obtenir que les vaccins, dans un délai rapide, deviennent des biens publics communs pour des tas de raisons que je ne détaillerai pas, mais que les économistes expliquent très bien, à savoir que même si on fait advenir une économie normative, on est quelque part en présence des lois du marché et qu'on ne peut pas tout d'un coup faire apparaître un bien public commun par un coup de baguette magique si par ailleurs le marché continue à imposer ses lois dans la grande majorité des transactions économiques. Voilà, donc quelque part, ce que je voulais conclure, je saute à ma conclusion parce que je suis plus. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, donc les ressources de l'éthique sont très différentes, les problèmes et les ressources sont très différentes de ce qu'ils étaient il y a 40 ans. Je pense par exemple, donc j'ai évoqué l'économie, je pense aussi à l'histoire. Je pense que quelque part l'histoire n'était pas très importante il y a 40 ans, puisqu'il s'agissait de la bioéthique, de la biologie moderne. Mais là, avec la pandémie, on a été obligé de faire intervenir les leçons de l'histoire. Je me suis battue pour essayer à la fois de dire quand même quelque chose des fameuses leçons et mettre en garde contre des leçons répétitives et qui disaient certains esprits ironiques étaient une histoire immobile. Alors, donc l'histoire compte, puisque l'histoire des pandémies est importante. Finalement, je pense qu'aujourd'hui, ce sera un peu ma conclusion, il faut revenir sur cette question des valeurs sur lesquelles nous bâtissons l'éthique, valeurs qui étaient supposées communes, et cette évidence n'en est plus tout à fait une. Il faut finalement rebâtir l'éthique en temps de Covid-19 en se posant la question de l'efficacité de l'éthique, c'est-à-dire de son bras armé et son rapport avec les décideurs, ce qui soulève, je l'ai dit en commençant, le problème de son indépendance. J'en sais quelque chose à travers le comité d'experts auquel je participe. Donc, son efficacité, son indépendance, son fonctionnement. Est-ce que l'éthique a un fonctionnement délibératif ou normatif? C'est finalement, c'était ça qui devait être ma conclusion, c'est le paradoxe d'une éthique qui est parvenue à maturité en 2020-2021 et qui, face à la pandémie de Covid-19, malgré cette organisation presque tentaculaire, doit quelque part se réinventer. Et ça, j'allais dire que je comptais sur l'intervention de mes successeurs pour dire comment on la réinventerait. Merci Anne-Marie de faire à la fois cette présentation si riche et si brillante et l'animatrice de la soirée. Je passe immédiatement la parole à quelqu'un que tu as quasiment interpellé à travers
ces comités tentaculaires, viens-tu de dire. Jean-Gabriel, tu es le président d'une des branches d'une des tentacules, donc nous t'écoutons, Jean-Gabriel.